Allons-y sans. Allons-y sans. Ok, donc on reste sur la première slide parce que bon, moi j'ai mes petites notes qui sont ici et c'est parti. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu le live de mardi, il se trouve que vous savez qu'il y a des articles qui s'appellent Dévolution, ou vous ne savez pas, en tout cas on les a fait traduire, qui sont des articles longs, des articles de fond qu'on a fait traduire et qui sont extrêmement intéressants pour résumer plein des différents aspects du plan que nous chez les décodeurs on suit depuis un moment. On s'est dit qu'on allait faire un résumé de cette partie-là et le résumé qu'on allait vous l'exposer sur au moins 4 lives. Donc ça c'est le deuxième live. Donc on a fait les parties 1, 2 et 3 de Dévolution. Il y en a 12 en tout, plus 2 addendum, plus une 13e partie qui vient de sortir, donc ça fait à peu près 15 parties. Et donc là on fait les parties 1, 2, 3, 4 et 5 aujourd'hui. Et c'est une description assez détaillée de ce qui s'est passé entre l'élection de Trump jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est comme si on lisait un petit peu les posts de Q, mais le mystère en moi. Voilà. Je me trompe, Rudy? Bah c'est un peu ça expose on va dire en tout cas des hypothèses de qu'est-ce qui pourrait être en train de se passer derrière. Chaque fois qu'on a des choses qui sont de l'ordre de l'hypothèse, je vais essayer de bien vous préciser. Là on est dans l'hypothèse, là on est dans le factuel, hypothèse factuelle, parce que c'est quand même très très important de savoir quand on est dans l'un, quand on est dans l'autre. Alors attends, avant qu'on passe à cette slide, on va laisser juste sur la présentation le temps que je fasse un petit récapitulatif, sinon vous allez lire le texte, vous allez vous spoiler la suite et tout ça. Donc là la thématique en fait c'est la thématique des deux présidents. OK? Donc petit récap, au 20 janvier 2021, alors que la fraude saute aux yeux de tous, personne, en tout cas personne chez les patriotes, ne croit que Trump va quitter ses fonctions. Et pourtant, selon la théorie de la dévolution, en fait, il ne serait jamais parti. Donc, lors de son discours du 17 septembre 2020, lors de la conférence de la Maison-Blanche sur l'histoire américaine, Trump fait un discours dans lequel il chérit la fondation de la nation américaine, honore les fondateurs de la nation américaine, révère son héritage et en particulier la Constitution. Et la Constitution, on sait que c'est important pour Trump. Du coup, si notre hypothèse de travail est juste, à savoir si jamais il y a un processus qui s'appelle la dévolution, qui fait que le gouvernement actuel, l'administration actuelle, Biden n'a pas le pouvoir, c'est juste un pouvoir d'apparat qu'ils ont, et que le pouvoir a été dévolu, on pourrait dire, dans les mains d'un certain nombre de personnes qui sont tenues secrètes selon le principe de la dévolution. Si vous comprenez rien à ce que je dis, allez voir la pilule rouge qu'on a tournée la semaine dernière. Comment est-ce qu'il est possible que Trump ait gardé le pouvoir et que tout ça soit constitutionnel? Donc c'est la question qu'on essaie de se poser aujourd'hui. Cette hypothèse de la dévolution, est-ce que c'est juste un truc basé sur rien, ou est-ce que ça peut avoir une base constitutionnelle? Donc on va voir comment on répond à cette question. Et on passe tout de suite à la prochaine slide. Et voilà, donc on va reparler des PEAD. Vous vous rappelez, les PEAD, ce sont les Presidential Emergency Action Documents, donc les documents d'action présidentielle en urgence, qui sont des documents dont on a établi mardi que ces documents existent, qu'ils sont extrêmement secrets et confidentiels, et que il y a très très peu de gens qui ont accès à ces documents, et que notamment le Congrès n'a pas accès à ces documents. On a aussi établi le fait que il est très probable que si la dévolution est en cours, ce soit dans ces documents-là qu'elle ait été décrite et que les noms des personnes qui interviennent soient présents. Et on sait enfin que en face, et notamment le Congrès, ils font tout ce qu'ils peuvent pour mettre la main sur le contenu de ces documents, et que pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Donc, l'hypothèse que fait Patel Patriote, l'auteur des articles, c'est que un PEAD a été émis entre l'élection du 3 novembre 2020 et la certification, qui suspend temporairement un certain nombre de dispositions constitutionnelles. On pourrait même envisager que toute la Constitution pourrait être suspendue, mais Patel Patriote fait l'hypothèse que c'est probablement pas le cas. Sans cas, il y aurait un certain nombre de signes qui seraient visibles et le pays serait probablement sous une loi martiale. Bon, on va le suivre sur cette hypothèse. Il envisage, donc Patel Patriote, que ça pourrait être simplement le décompte des voix du collège électoral, en fait le collège électoral qui aurait été suspendu. Ce qui voudrait dire que ce qu'on a vu le 6 janvier, c'est-à-dire le décompte des voix du collège électoral, et ce qui a suivi le 20 janvier 2021, c'est-à-dire l'inauguration de Biden, tout ça, ce serait produit, mais n'aurait pas de valeur constitutionnelle, n'aurait pas de valeur au regard du droit américain. Donc ça, c'est son hypothèse. Donc du coup, ça veut dire que la victoire de Biden, en fait, n'aurait même pas été entérinée. Et là, on passe donc à cette hypothèse de suspension de la Constitution. Et qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que des archives montrent qu'il y a un colonel, le lieutenant-colonel Olivier North, qui a participé en 1982 à la rédaction d'un plan visant à suspendre la Constitution et à placer le pays sous la loi martiale en cas de crise nationale.
Donc là, vous avez l'article qui est ici, vous avez les 3 premières lignes là que j'ai traduit quelque part, qui sont traduites sur le côté. En fait, voilà, les 2 paragraphes sont traduits sur le côté. Et du coup, l'hypothèse qui est faite, c'est que s'il y avait un plan existant pour suspendre la Constitution en 1982, bah nécessairement, il y a aussi un plan du même ordre qui existe en 2020. Et je pense que c'est une hypothèse qui se tient, quoi. Je veux dire, si ces dispositions existaient en 82, elles devraient être encore là en 2020. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Et là, on parle de Campbell contre Clinton. Campbell contre Clinton, c'est une affaire juridique. Cette affaire juridique établit un précédent dans lequel les membres du Congrès n'ont pas pu poursuivre le président Clinton pour de prétendues violations de guerre, donc ça devait être le Kosovo et ce genre de trucs, donc pour de prétendues violations de la résolution sur les pouvoirs de guerre dans sa gestion de la guerre en Yougoslavie. Selon le juge Lawrence H. Silberman, il est important, écoutez bien, c'est important, il est important de se rappeler que la Constitution accorde au Congrès le pouvoir de déclarer la guerre, ce qui n'est pas nécessairement la même chose que le pouvoir de déterminer si les forces américaines vont combattre dans une guerre. Sa distinction date de la guerre de sécession et Silberman reconnaît notamment que le président n'a pas le pouvoir d'initier ou de déclarer la guerre, mais que la guerre peut exister sans déclaration de part et d'autre. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est hyper important. Mardi, de quoi on a parlé? On a parlé du fait qu'il y avait 2 casus belli en fait qui avait entre les États-Unis et la Chine, c'est-à-dire 2 raisons qui à elles seules justifieraient qu'on puisse déclarer la guerre. La première de ces raisons, c'est le coronavirus, dont on sait aujourd'hui qu'il a été fabriqué à Wuhan, qu'il a été relâché de manière volontaire avec la complicité d'un certain nombre de membres du deep state américain. Donc on pense notamment à Fauci, Anthony Fauci et à d'autres. Donc voilà, ça, Covid, c'est déjà un cas d'attaque bactériologique. Ce serait suffisant pour pouvoir déclarer que les États-Unis puissent déclarer la guerre à la Chine. Autre cas, les ingérences dans le processus électoral. On va en reparler un peu plus aujourd'hui, mais on a quand même établi un certain nombre d'éléments qui montrent que la Chine a mis ses mains dans le processus électoral. On va creuser cette question un peu plus tard dans les slides. Donc, dans l'hypothèse... Ouais. Moi, je voulais dire, la Constitution est suspendue, les soignants non vaccinés sont suspendus, mes sous-vêtements sont suspendus, tout ne tient qu'à un fil dans cette histoire. Merci. Commentaire de petite Chris 8. Oh, encore elle. Voilà, il fallait une petite pause pub là parce que c'est les informations qu'on transmet dans cette dévolution, elles sont voilà, je fais ce genre d'interventions qui peuvent paraître inutiles, mais en fait c'est vous savez, Rudy il déverse avec avec abondance. C'est pas une cascade, Rudy, hein. C'est un tsunami. C'est-à-dire que moi, c'est vrai, et merci de le faire, parce que moi, ça fait 2 jours que j'ai la tête dedans, donc j'ai plus du tout le recul de savoir est-ce que je suis clair, est-ce que je suis pas clair et tout ça. Donc n'hésitez pas. Tu es très clair, mais la quantité d'informations, si tu veux, il y a une limite. Tu vois, quand tu en mets trop, après ça déborde de côté et ça va plus dedans. Donc n'hésitez pas à me faire des pauses, à poser des questions. Oui, vas-y. Pour résumer ce qui a été dit, donc cette partie prétend que en fait, juste après l'élection du 3 novembre. Il y a eu des choses qui ont été faites et la Constitution serait partiellement suspendue parce que les États-Unis sont en état de guerre, sont considérés en état de guerre avec des casus belli évidents de la part de Chine comme le Covid-19. Là, tu fais une implication que moi je n'ai pas faite, à savoir c'est pas le cas de guerre qui implique la suspension de la Constitution, c'est le cas de guerre qui justifie que le président, donc Trump en l'occurrence, a des pouvoirs super spéciaux qui lui permettent d'initier la dévolution et de suspendre partiellement la Constitution. D'accord. Ok. Donc, on continue. Jetez un œil sur les commentaires pour voir si vous voulez bien, si vous avez le temps. Oui, je suis dessus. Je regarde depuis tout à l'heure. Tout va bien. Super. Donc, la Cour a clairement, blablabla. Oui, donc la Cour a clairement indiqué qu'elle ne contesterait pas le président sur les mesures nécessaires pour repousser une agression étrangère. Donc là, on parle de 2 agressions étrangères. Le président seul doit déterminer quel degré de force la crise exige. Donc, voilà, Campbell versus Clinton. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le président, dans la situation actuelle, devrait avoir des super pouvoirs. Et c'est pas parce qu'on n'a pas signé un document qui dit c'est la guerre avec un tel ou un tel que la guerre n'est pas effective. Ok.
ça, on va passer parce que c'est des points de détail qui sont pas hyper importants. Donc oui, et du coup, la conclusion de tout ça, c'est que Biden ne serait qu'une marionnette qui sert un objectif bien particulier. Ensuite, on passe à cette slide-là, slide numéro 4, où on a cette vidéo. C'est la vidéo du CPAC qui date de février 2021. Et si je dis pas de bêtises, c'est la première intervention de Trump depuis l'inauguration de Biden. Ou une des premières, en tout cas, ça c'est sûr, mais je crois que c'est la première. Donc c'est une vidéo qui fait 40 secondes et je voudrais bien qu'on la passe parce qu'elle est en fait, non, c'est pas la peine parce qu'il y a la traduction. Je fais la traduction juste à côté du slide. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette vidéo? Il nous dit, après avoir été témoin de tout ce qui a mal tourné dans notre pays en si peu de temps, alors c'est vrai qu'on est un mois après l'investiture de Biden, et on se rappelle que déjà le pipeline il avait été annulé, qu'il y avait plein de gens qui se retrouvaient au chômage, le Covid, je sais pas si la crise migratoire avait déjà commencé, mais bon bref, on se rappelle que c'était bien le chaos. Voilà, c'est le prix du pétrole, il est parti en vrille, les matières premières, elles sont parties en vrille, les prix et tout ça, c'est, les amis, la chute de Babylone a commencé le 20 janvier. Voilà. Et donc si peu de temps avec notre frontière, donc oui la frontière ça avait déjà commencé, notre économie, la criminalité, nous allons reprendre cette glorieuse Maison Blanche avec petit M et petit B à Maison Blanche, c'est important, qui se trouve si majestueusement dans notre capitale nationale, magnifique Maison Blanche avec des petites lettres. Donc Trump insiste sur le fait qu'il y a des petites lettres. Maison Blanche, cette magnifique Maison Blanche, et c'est la plus belle de toutes les maisons. Voilà, après il nous fait du Trump en répétant 6 fois la même chose. En tout cas, on connaît le bonhomme maintenant parce que ça fait un moment qu'on le suit. On sait que là, il nous passe un message. Ok, il passe un message. Je sais pas, y a quelque chose à interpréter. Pourquoi il parle des petites lettres à la Maison Blanche? Pourquoi il nous parle de ça? Et donc, quand il y a des messages comme ça, on sait qu'ils sont adressés aux patriotes qui sont en arrière, derrière la ligne, pour essayer de réfléchir. Ok, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Et on passe à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, il y a le site Capitalize My Title, qui est un site qui parle des règles de syntaxe dans la grammaire anglaise, et qui nous dit « La mise en majuscule de Maison Blanche dépend de son utilisation en tant que nom propre ou nom commun. Par exemple, considérez cette phrase pour comprendre que la Maison Blanche prend majuscule. » Ouais, bon, ça, on s'en fichait. La phrase suivante, avec W et H majuscule, donc White House en majuscule, signifie... En gros, signifie que, là, je vous ai fait une traduction partielle du texte à côté, du coup, vous n'avez pas forcément tous les morceaux. Donc, excusez-moi, je reprends. Donc, signifie que on parle de la Maison Blanche, résidence du président des États-Unis. Avec des majuscules, c'est la Maison Blanche, résidence du président des États-Unis. Tandis que, avec des minuscules, c'est une maison qui s'avère être de couleur blanche et dont on est en train de parler. L'une des raisons, et donc l'article se termine comme ça, l'une des raisons pour lesquelles la capitalisation des mots est importante est que le sens d'un mot peut changer de manière significative selon qu'il a été capitalisé ou non. Et là, Trump nous dit Maison Blanche avec des petites lettres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'occupant de la Maison Blanche n'est pas le président des États-Unis. Est-ce que on peut je suis d'accord, hein, c'est pas la balle en argent qui prouve tout, hein, c'est vraiment une preuve circonstancielle sur le côté, mais je trouve qu'elle est suffisamment intéressante pour qu'on la mentionne. La question à se poser, c'est pourquoi insister sur les petites lettres, en fait, étant donné que s'il voulait parler de la Maison Blanche, le bâtiment, ce serait en majuscule et il aurait juste besoin de rien dire. Mais il précise spécifiquement au minuscule, ça change quelque chose. Qu'est-ce qui est une Maison Blanche, en fait? La question, c'est quelque chose, c'est une question à se poser. Voilà. En tout cas, je pense que cette vas-y. Copie ou parodie de la Maison Blanche. Pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que si t'as une maison bleue, une maison rouge et une maison blanche et que t'es plombier et que ton patron il te dit bah écoute, tu vas aller faire la plomberie de la Maison Blanche ce matin, il y aura des minuscules. Tu vois, parce que le président n'y vit pas en gros. Simplement. Donc on va pas genre s'apesantir pendant des heures là-dessus, mais je pense que c'est quand même intéressant ce point-là. Et on passe à la slide suivante. Voilà, le vol de l'élection. Donc en gros, là, on vient d'établir le fait que il est fort possible que la dévolution ait été mise en place, qu'il est fort possible que Biden ne soit pas président, à cause du fait que si la dévolution a été mise en place, l'hypothèse qu'on a faite, c'était que le collège électoral, donc je sais pas comment on appelle ça, le dépouillement du collège électoral a été suspendu. Donc finalement, c'est comme si le 6 janvier et le 20 janvier n'avaient pas eu lieu, et finalement, ça veut dire que Trump est toujours président, et que Biden, c'est la marionnette. Maintenant, on passe au sujet suivant, qui est le vol de l'élection. Ok? Donc on sait qu'il y a eu plein de problèmes sur les élections, on en a parlé, tant et plus, on a parlé de quoi? On a parlé, vous savez, hein, des bulletins qui ont magiquement apparu, disparu. On en a parlé, ça fait pratiquement un an qu'on parle pratiquement de ça à tous les lives. Mais là, on va parler même avant, on en parlait avant les élections, parce que Trump, pendant des mois, il a dit attention, tout est fait pour qu'il y ait une fraude électorale. Tout à fait. Bah là, on prend cette problématique-là sous un autre angle, qui est un angle de comment est-ce que cette fraude a pu
arriver, dans le sens où, ok, il y a des gens qui ont triché, mais il y a des contre-mesures qui sont en place pour que les gens ne puissent pas tricher. Pourquoi ces contre-mesures n'ont pas été efficaces? Et donc, on va voir un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est quoi le numéro de la slide là? On est à la slide 6, hein, 6. c'est ça? Ok, 6. donc voilà. Donc voilà. Donc depuis la création du Conseil national de sécurité en 1947, chaque président a émis des directives en matière de sécurité relevant des opérations politiques et militaires. Depuis la présidence Clinton, ces directives incluent la protection des infrastructures critiques et des ressources clés. Ces dernières ont été redéfinies après le 11 septembre 2001. Ce sont les systèmes et actifs si vitaux. Donc ça, on parle des infrastructures critiques et des ressources clés. Donc les systèmes et actifs si vitaux pour le pays que... Non, là, je te dis quand je surveille les slides, je vais pas tout mis, sinon c'était trop lourd. Que leur incapacité ou leur destruction affaiblirait ou empêcherait le pays de fonctionner. En 2002, donc c'est là que ça commence, est créé le plan de protection des infrastructures, qu'on appelle le NIP. En anglais, un acronyme anglais, c'est NIP, qui crée des partenariats, écoutez bien, entre les infrastructures des secteurs publics et privés dans le but de réduire des vulnérabilités de ces infrastructures critiques. On a vu aussi que, je sais plus quel président, je crois que c'était Obama ou Clinton, je sais plus, avait placé l'infrastructure électorale, on l'a vu mardi, dans la liste des infrastructures critiques. Et donc le NIP, je le répète parce que c'est capital, il crée en gros des partenariats entre secteur public et secteur privé pour que ces infrastructures, et notamment l'infrastructure électorale, soient sécurisées. Okay, avec des grosses guillemets. Des conseils consultatifs sont créés pour impliquer le secteur privé dans la capacité de réaction du pays, pour fournir des conseils, des expertises au gouvernement. Les conseils consultatifs qui s'occupent de la protection des infrastructures critiques et la mise en place du NIP s'appellent le CIPAC. On le retient pour tout à l'heure. Ces membres sont les propriétaires et exploitants des infrastructures concernées. Donc on est toujours dans le secteur privé. Excusez-moi. Les gens qui s'occupent de cette grosse instance dont le but est de s'assurer que l'infrastructure en question, donc l'infrastructure électorale dans le cas qui nous intéresse, est sécurisée, ce sont des membres du secteur privé. Ok ? Précision importante que j'ai mise en rouge pour une bonne raison. Les conseils consultatifs en question sont contrôlés par une loi qu'on appelle FACA, qui permet d'en surveiller les budgets et les actes. C'est normal, parce qu'on a des acteurs privés qui viennent surveiller des infrastructures critiques. C'est normal qu'il y ait une loi qui dise, vous n'êtes pas supposé faire n'importe quoi. Vous avez un budget, vous devez faire ci, vous devez faire ça, on doit vous surveiller. Mais, bizarrement, le CIPAC en est exempté, ainsi que tous les sous-conseils qu'il pourra créer. Ça veut dire notamment que cette loi, le FACA, cette loi de contrôle des infrastructures, de ce que font ces institutions privées, ne s'applique pas aux infrastructures électorales. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de compte à rendre au gouvernement de leurs décisions, de leur organisation ou de l'utilisation de leur budget, quand bien même il y aurait un conflit d'intérêts. Et conflit d'intérêts, évidemment, il y a, parce que vous allez voir un peu qui sont les membres de ces institutions. Voilà. On peut passer à la slide suivante, s'il te plaît. Donc, le 6 janvier 2017, les infrastructures électorales deviennent des infrastructures critiques et tombent sous le contrôle du DHS, donc Department of Homeland Security, la sécurité intérieure. C'est une des dernières décisions du mandat d'Obama. On l'a déjà dit la dernière fois, on le redit parce que c'est bizarre en fait. Obama a fait ça juste avant de quitter la présidence. Ensuite, en novembre 2018, Trump crée au sein de la DHS, donc le même... si vous avez suivi la ligne du dessus, la DHS, c'est là où il y a les infrastructures électorales. Il crée l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, la CISA, qui traite de risques de la nation. Ces risques se répartissent dans différents secteurs, dont les installations gouvernementales, qui comprennent l'infrastructure électorale. Et enfin, pour l'élection de 2020, le CIPAC crée le conseil qui constitue sous-sectoriel de l'infrastructure électorale, le ISCC, qui est toujours composé des mêmes membres du secteur privé, qui conseille et assiste le gouvernement en matière de sécurité physique, de cybersécurité, de préparation aux situations d'urgence de l'infrastructure électorale du pays. Et elle fait le lien notamment avec la DHS. Donc en gros, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire ici? C'est que ces institutions privées, donc là on parle de qui? On parle de Dominion, on parle de Smartmatic, on parle de Sitel, on parle de toutes ces compagnies dont on a vu qu'elles avaient les deux mains dans tous les problèmes de fraude électorale qu'on a vu en début d'année. Ce sont eux qui sont supposés assurer la sécurité. Est-ce que vous voyez le problème un petit peu là qu'on a? Ensuite, on peut passer à la slide suivante. Allez-y, coupez-moi si vous avez des questions. Doucement. Alors, moi, je vais vous proposer de prendre ce doigt-là, de toucher le pouce et de mettre comme ça et de faire afin que ça descend. D'accord? Concrètement, on est en train de vous expliquer toutes les choses qui ont été mises en place
avant l'élection. C'est ça, hein? Tout à fait. Et mis en place avant l'élection, dans quel but? Dans le but où si jamais à un moment donné t'as un problème, tu puisses récupérer l'élection en trichant. Parce qu'on se rend compte que finalement tous les sauf-conduits, tous les garde-fous qui auraient pu être mis dans cette histoire, n'ont volontairement pas été mis. Et je veux dire, c'est pas tombé par hasard. On parle pas de la personne qui remplit les distributeurs de Coca-Cola, quoi. On parle des élections, ok. Et chaque fois qu'ils avaient la possibilité de mettre un garde-fou, ils n'ont volontairement pas mis. Ils ont volontairement mis l'implication donc des secteurs privés. Ils ont volontairement mis ça en dehors de la loi FACA qu'on a mentionné tout à l'heure. Donc quand même, oui. Moi, c'est juste dans les commentaires, ils disent tranquille. Mais justement, je pense comme il y a un décalage, maintenant c'est bon, ils ont réussi à rattraper que c'est comme quand tu fais, tu sais, quand tu remets de l'huile dans la voiture, quand tu fais la vidange, si tu le vides tout d'un bloc, tu vois, ça déborde et ça va pas au bon endroit. Ah oui, Essaye. Il va falloir qu'on sponsorise, tu vois, là, une plantation d'herbes qui font rigoler, qui ralentissent la cadence, je sais pas, mais il faut un truc, tu vois. Il faut que Rudy entre dans un nouvel espace-temps, qui tourne. Alors, juste attends que je comprenne. Parce que, copain, je te jure, même moi, là, j'ai, c'est pas que je comprends pas. C'est que, il pleut des informations, tu sais, genre je suis là parce que c'est tellement important ce que tu dis que j'ai besoin de comprendre, donc allons-y un peu moins vite si tu donc peux. C'est quoi, est-ce que c'est le débit de parole qui est trop rapide? Ok, d'accord. Oui, c'est le débit de parole parce que tu parles comme ça. D'accord. Et en fait, fais une Wim Hof là, fais. Ok, je vais aller me baigner, moi, tu vois. Non, justement, c'est pas après, tu vas venir. Oui, là, pareil, il y a énormément des abréviations, des acronymes, etc. Et énormément de noms d'agences, en fait, qui se superposent, le secteur privé, public, les sous-traitants, des ci et ça. Parce que. On récapitule juste après, Voilà. Si on récapitule après, c'est parfait. Ok. Donc, en gros, ce qu'il faut, l'idée générale qu'il faut retenir, c'est que depuis 2002, en fait, il y a beaucoup de garde-fous qui ont été mis de côté pour les infrastructures électorales et que c'est certainement dû à ça qu'on a le chaos électoral qu'on a eu en 2020, en gros. Donc là, j'ai pris un document que vous avez en dessous, qui vient de CISA.gov et qui décrit justement le ISCC, de comment il est constitué et tout ça, et donc qui justifie ce que je viens de vous raconter. Donc ce document, non, c'est pas besoin de l'ouvrir, j'ai pris les captures d'écran qui vont bien, c'est juste que vous pouvez vérifier que ça vient bien d'un site gouvernemental et que je vous raconte pas de bêtises. Et donc, on nous parle que l'IESCC, donc la mission du Conseil, est de faire progresser la sécurité physique. Donc là, vous savez, là, c'est là où on vous dit que voilà, c'est pour votre sécurité. Comme j'avais dit dans un autre live, ça fait longtemps, c'est la pilule autour du suppositoire, ça. Non, pas le pilule, la vaseline autour du suppositoire. La mission du Conseil est de faire progresser la sécurité physique, la cybersécurité, la préparation aux situations d'urgence de l'infrastructure électorale de la nation, conformément à la législation en vigueur. Cette mission sera accomplie grâce aux actions volontaires. Alors, action volontaire, ça veut dire que c'est eux qui décident de qu'est-ce qu'ils vont faire. Ça veut dire qu'il y a personne qui leur donne d'ordre. Des propriétaires et exploitants d'infrastructures. Représentés, blablabla. On peut passer à la slide suivante. Juste avant, je vais lire le commentaire de Patriote Greg qui dit « Mais tout devient super logique. La tentative d'impeachment, de destitution donc, par Pelosi, qui était la présidente de la Chambre des représentants, prend tout son sens, du coup. Le 6 janvier a servi à donner une excuse pour lancer le 25e amendement. Le Deep State savait donc, ils ont tout fait pour que Trump ne puisse pas continuer à être président après l'élection de Biden. Ouais, c'est intéressant, effectivement, Patriote Greg, je te salue bien bas. Donc effectivement, ce qu'il nous dit là, c'est que en gros, Pelosi et toute la team démocrate savaient que Biden était toujours président, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont essayé de l'impeacher, que Trump était toujours président, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont essayé de l'impeacher une deuxième fois, alors que officiellement il était même plus à la Maison Blanche. Destituer une semaine avant l'investiture de Biden, en fait. Genre, pourquoi tu vas destituer quelqu'un qui sera plus président dans une semaine? Maintenant, ça a un sens. Merci Patriote Greg de l'avoir remarqué, parce que oui, pour ceux qui se rappellent tout ça, ça devient plus clair en effet.
Allons-y. La suite, toujours du même document, hein, un peu plus loin, on voit la liste des membres de l'EISCC. Donc on voit l'Associated Press, hein, vous savez, l'agence de presse style Reuters qui raconte n'importe quoi depuis longtemps. Bon alors qu'est-ce qu'ils foutent là déjà? Excusez-moi, mais pourquoi est-ce que l'agence de presse est dans la liste des gens dont l'objectif est de sécuriser la fraude électorale? Je pense que c'est une question que tout le monde devrait se poser. On a Democracy Works que j'ai pas encadré parce que j'étais sûr, j'aurais mis ma main à couper qu'il y avait Soros là derrière avec un nom comme ça, et puis non, c'est pas le cas. Donc a priori non en tout cas. Mais par contre on a Dominion Voting System, Runbeck. Alors Runbeck, on en a entendu un petit peu parler, c'est ceux qui ont imprimé plein de bulletins de vote qui ont été non sollicités sur du papier qui était pas conforme, en gros qui sont frauduleux. Eux ils sont dans l'impression des bulletins de vote, ils sont aussi impliqués là-dedans et ils ont des sales affaires dans les histoires de vote par correspondance qui sont voilà de partout. Scytl, donc ça c'est la compagnie dont les serveurs je crois ont été étaient à l'étranger ou des choses comme ça. En tout cas ils étaient impliqués dans la partie serveur de la fraude électorale, hein, la partie informatique de la fraude électorale, Smartmatic aussi. Donc tous les noms, si vous avez suivi les affaires de près, tous les noms des compagnies dont on a dit hey dis donc vous avez vraiment fait n'importe quoi là dans cette histoire-là, ils sont tous là. Donc c'est-à-dire ils étaient dans la liste des gens dont l'objectif et la mission était de sécuriser les élections. OK, donc on se rend compte quand même que ça pose un problème. On peut passer à la suite. Et en plus, non seulement ça, mais le 12 novembre, donc 9 jours après l'élection, ils nous font l'EISCC nous fait cette déclaration là que je vous ai reproduit sur la gauche là, et donc vous avez le lien en bas, qui nous dit l'élection du 3 novembre, donc c'est même la CISA en fait qui dit ça, a été la plus sûre de l'histoire américaine. Il n'y a aucune preuve qu'un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit. Et d'ailleurs, c'est à la suite de ça qu'un monsieur qui s'appelait Krebs, qui était impliqué dans le milieu de tout ça, a été viré par Donald Trump. Vous vous rendez compte de ce qui a marqué là quand même? Les gens qui sont supposés être les experts sur l'état de la fraude, qui nous disent le 12 novembre qu'il n'y a pas eu de fraude. Alors bon, à l'époque, il y a des gens qui les ont cru, hein, effectivement. Nous, on savait déjà qu'il y avait des trucs qui puaient dans cette histoire d'élection. Mais là, maintenant, on est quoi? On est un an après, hein, à quelques jours près, on est un an après, et on a vu l'audit électoral à Maricopa, on a vu ce qui s'est passé au Wisconsin, en Pennsylvanie, on sait qu'il y a des rapports un peu partout, on a eu énormément de preuves en fait qui ont été mises à disposition du public, qu'il y avait des problèmes graves, des problèmes majeurs de fraude électorale. Donc voilà, et puis c'est pas que maintenant des complotistes qui le disent. Maintenant c'est passé au Sénat, notamment vous savez en Arizona, le Wisconsin lance un nouvel audit, il y a une démarche pour que tous les États lancent des audits électoraux là, qui maintenant il y a deux États qui sont sur 50. Donc on va voir, je pense qu'au fur et à mesure on va avoir de plus en plus d'États qui vont dire il faut qu'on audite tout le système électoral. Ça s'approche, en tout cas c'est mon hypothèse. En tout cas, les États-Unis, c'est censé être phare de la démocratie mondiale, et en fait, avec les dernières élections et tous les problèmes qui ont été soulevés, tout ce qui a été démontré, on a montré au monde qu'il y a les mêmes problèmes démocratiques dans certains pays très totalitaires que dans la plus grande démocratie du monde, enfin, soi-disant. Exactement, ouais, tout à fait. Après aussi, on comprend que peut-être que la vision tel pays il est bien, tel pays il est pas bien, c'est peut-être une vision un peu 20e siècle, qu'aujourd'hui on est dans une opposition qui n'est plus par pays, de dire ce pays il est sous-développé alors que ce pays c'est un pays de la démocratie, mais plus mondialisme, deep state contre des États nationaux. Mais je pense que tu nous fais un petit topo là-dessus vers la fin du live, je me souviens, Nico. Donc un point important que j'ai oublié de vous mentionner, le fait d'être exempt de toute surveillance. Donc là on parle des membres de l'EISCC, donc il y a personne qui regarde ce qu'ils sont et ce qu'ils font, en fait par définition une agence indépendante des États-Unis. Et ses membres, par le jeu de la loi, donc d'un article de loi que je vous ai pas reproduit ici, deviennent de fait des employés spéciaux du gouvernement. Et à ce titre, il doit être certifié que leur surveillance, que leur service l'emporte sur le potentiel de conflit d'intérêts créé par l'intérêt financier impliqué. En gros, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire que dans la loi, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que dans la loi américaine, il y a quelque chose, une disposition qui est prévue pour gérer ces cas de figure où il y a un conflit d'intérêts, mais on va accepter quand même le conflit d'intérêts parce que les services rendus sont supérieurs aux risques posés par le conflit d'intérêts. Ok? Qu'est-ce qu'on en déduit de ça? On en déduit tout simplement que le gouvernement sait qu'il y a un conflit d'intérêts là-dedans. Alors si vous savez qu'il y a un conflit d'intérêts là-dedans, pourquoi est-ce que vous avez enlevé la supervision qui existe et que vous avez volontairement enlevé de cette infrastructure-là pour que personne puisse regarder, mettre le nez dedans et s'assurer que le conflit d'intérêts n'était pas problématique? Et ça, c'est le point peut-être le plus important de tout ça. Donc voilà, on peut enchaîner
Moi, j'ai envie de dire, Matanaeus l'ancien, il a raison. Bravo Rudy, ta démonstration est brillante et très compréhensible. En plus, chapeau, tu as réduit le débit et reste devant le micro. Ok, merci Mataos, ou je n'ai pas vu ton nom. Encore une fois, la réflexion initiale. On va y arriver après un an et quelques. Encore une fois, la réflexion initiale, c'est Patel Patriote. Le résumé, c'est Luce. Bravo et pour ton travail. Donc là, Rudy, il est en train de vous digérer de ce qui est déjà digéré par quelqu'un qui a digéré de la digestion de quelqu'un d'autre. Vous avez vu Human Centipede un peu, parce que c'est un peu ça. Quoi. Désolé, elle est venue toute seule, celle-là. Ok. Il faut pas regarder ce film. C'est interdit par la loi morale. Non, il faut pas. Donc ingérence étrangère. Donc maintenant on a vu quoi ? On a vu qu'il y avait des entreprises privées qui avaient mis leurs mains dedans et qui avaient fait finalement une ingérence privée dans les élections. On voit aussi qu'il y a une ingérence de puissance étrangère. Et notamment ce monsieur qu'on voit, c'est John Ratcliffe, directeur du renseignement national à l'époque, a confirmé l'existence d'une ingérence étrangère dans l'élection de 2020, selon la correspondante de CBS, Catherine Herridge. Donc ce monsieur-là, c'est le monsieur qui chapeaute les 17 à l'époque, 18 maintenant, agences de renseignement qui existent. Il a reçu tous les rapports, il a tout revu, et lui, ce qu'il en conclut, ce monsieur, donc il a accès à des informations auxquelles vous et moi, on n'a pas accès. Il en conclut qu'il y a une ingérence. Alors on peut dire ouais, mais peut-être qu'il est corrompu. Effectivement, vous pouvez prendre ça comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un type de ce niveau-là dit il y a une ingérence, je pense qu'il faudrait au moins se poser la question qu'il y a une ingérence. Et quant à Snops, là, vous savez, les fact-checkers de Snops, qui sont, si vous le savez pas, un couple qui sont assis le cul sur leur canapé à bouffer des chips toute la journée. C'est ça, Snops. Vous savez, les gens qui viennent fact-checker sur Facebook et qui vous disent non, il n'y a aucune preuve de colis. Ouais, mais d'un côté, toi, t'es sur ton canapé en train de bouffer des chips, et lui, c'est John Ratcliffe, le directeur du renseignement. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord, Snops, que tu n'as pas fait de fact-checking, en fait, que tu sers à rien. Donc, en gros, excusez-moi, Snops, moi, il me... Tiens, Snops, il aimerait te répondre, Rudy, directement. Attends, voilà, est-ce que c'est clair parce que moi, je voulais répondre à Snops aussi. Attends. C'est parti, c'est dommage, je m'étais préparé mon Ah, voilà, c'est ça que je voulais répondre à Snops. Hop. Coup de boule, rien à foutre. Voilà. Okay. Moi, c'est une petite remarque personnelle. Moi, en lisant ce passage de l'article de la Dévolution, il y a une remarque que je me suis fait, c'est que les 17 agences de renseignement, en fait, où est-ce qu'on y arrive? Vas-y, dis. C'est que les 17 agences de renseignement sont devenues 18 avec l'entrée en vigueur de la Space Force qui a été créée. Et quand la veille de la création de la 18e, de l'officialisation de la 18e, c'était le dernier message de Q, le dernier poste de Q. Et moi, ça m'a interpellé, donc du coup, les agences... Le hasard comme par hasard. Les agences de renseignement sont passées de 17 à 18, et il n'y a plus depuis des drops de Q, quoi. Ah, c'est intéressant comme point, ça, oui, effectivement. Mais ça m'avait juste interpellé pendant la lecture. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Ratcliffe, qui dirige les 17 agences de renseignement? Il a accès aux informations les plus hautement classifiées, qui sont détenues par le gouvernement américain. Il a déclaré à CBS News qu'il y avait une ingérence étrangère de la part de la Chine, de l'Iran et de la Russie en novembre de cette année. Et il prévoit un rapport public sur ses conclusions en janvier. Donc, c'est probablement un de ces rapports qui est le rapport qu'on attendait avec l'ordre exécutif 13848, dont on va pas dans ce niveau-là de détail, là, ce truc-là, mais en tout cas, voilà, c'est intéressant. Et juste pour vous dire que ça fait un moment qu'on vous en parle, parce que ces informations-là, quand elles sont sorties, on vous les avait traduites et on vous les avait mises à disposition sur le site des décodeurs. Je vous ai mis un lien ici. Ensuite, on peut enchaîner sur la suite. L'ingérence étrangère. Une banque suisse qui a envoyé de grosses sommes d'argent à la société mère de Dominion Voting System avant l'élection a des liens avec des agences de renseignement et militaires chinoises selon des documents financiers accessibles au public. Alors, cette information-là, je vous demande de la prendre avec des pincettes parce que j'ai essayé de la confirmer avec un autre article et il se trouve que... Alors, il y a eu un debunker de je sais plus qui, c'était pas Snops, mais où il te disait qu'en fait, c'est pas exactement ça parce que c'est une autre compagnie qui a exactement le même nom, mais c'est pas la même compagnie, blablabla, etc. Alors... Ouais. Quand il y a ce genre de choses, il faut savoir que c'est typiquement la stratégie du Deep State de t'embrouiller le cerveau avec des mots qui en fait te font faire un détour pour te ramener au même endroit.
C'est possible, c'est possible. Je mentionne le fait que voilà, cette information-là. Par contre, il y en a d'autres, il y en a tellement d'autres qui sont sûrs d'informations que cette information-là, vous ne faites pas piéger en prenant une information qui est sûre à 80%, alors qu'il y a plein d'informations qui sont sûres à 100%. Parce que l'information à 80%, c'est celle-là qu'ils vont prendre, monter en boucle pour dire complotiste, regardez, fact-checking, Snops, les fesses sur le canapé avec le paquet de chips. Donc voilà, voilà. En tout cas, il y a un certain nombre de documents et de revues de journaux qui attestent que la Chine aurait versé par le biais d'une banque en Suisse 400 millions de dollars américains à la société mère Dominion. Du coup, ça voudrait dire que ça voudrait dire que la Chine serait impliquée dans la sécurisation des élections, des infrastructures électorales américaines, ce qui fait absolument aucun sens. Donc, vous vous rendez compte, c'est comme si pendant la guerre froide, on vous disait que le Kremlin était responsable de la sécurisation de l'élection américaine. Enfin, je veux dire, c'est le même niveau de contresens qui est là. Ok. C'était le cas. Oui, mais ce que je veux dire, c'est c'était un dysfonctionnement quand même. On peut en passer à la suite. Il y a un autre article qui parle d'ingérence étrangère. Donc derrière une partie importante des machines à voter utilisées aux États-Unis se cache une histoire de lien avec l'étranger, nous dit encore The Epoch Times, de structure, de propriété cachée et également de transparence concernant le logiciel lui-même. Il existe également un lien entre deux grandes entreprises de systèmes de vote, Smartmatic et Dominion Voting System par le biais de l'acquisition de Sequoia Voting System. On se rend compte que même ces différentes instances dont on pourrait penser que vu qu'elles sont justement différentes et séparées, elles se contrôlent un peu les unes les autres, en fait ont des maisons mères, ont des liens assez incestueux finalement quoi. Ça a rien à faire ça dans un comité donc qui doit sécuriser les élections. Et on peut passer au slide suivant. Voilà, sur l'interférence étrangère. Il y a ce document qui a été fait par Mike Lindell et qui a été traduit par les équipes de traducteurs de l'équipe Top Gun. Et voilà, ils ont fait un bon travail. Je vous invite à le voir si jamais vous voulez creuser la question. Et je crois qu'on a terminé là pour aujourd'hui, l'évolution. Il y a encore un slide ou pas? Je sais plus. Ah oui, bah voilà, pour résumer, un dessin. En gros, on a les élections. Il y a Dominion qui a mis la main sur les élections par le fait que notamment ils sont dans le ISCC. Il y a le Parti communiste chinois qui a la main sur Dominion par le fait que possiblement ils ont mis un gros paquet de millions dans la maison mère de Dominion. Et il y a Trump qui a chopé tout ça et qui va bouffer tout le monde parce que il a tout enregistré et il avait tout planifié.